tous. Ravie d'être là. Je suis Hélène Clary. Je suis cofondatrice et co-dirigeante d'un éditeur de logiciels qui s'appelle ClickData. On a construit un logiciel qui permet de faire de l'analyse de données et on accompagne aujourd'hui plusieurs centaines d'organisations un peu partout dans le monde dans l'exercice du pilotage par la data. Et je suis aussi présidente de la French Tech Lille et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Davy. Donc, moi, j'ai été chercheur pendant une dizaine d'années au CNRS, à l'INRIA, à l'Université de Cambridge, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Depuis maintenant 17 ans, je suis entrepreneur avec une première entreprise Vecchia. Depuis 5 ans aussi, j'ai la joie de m'occuper de la Cité de l'IA avec Hélène Van West, ici présente au premier rang. Et puis, j'ai aussi récemment créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Aiko, avec Adrien Fabry également, qui est en train de prendre des photos, Yves Delnat et Cyril Delbecq. Donc, une activité toujours dans l'intelligence artificielle. Super. Alors Hélène, cette conférence, elle s'intitule Panorama de l'IA et de la data. Mais est-ce que tu peux nous partager ce que ça recouvre, cette notion de data? Absolument. Alors, moi, j'ai presque tendance à... Je veux pas démonter le titre et le slogan. Vas-y. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plutôt la data au service de la performance des entreprises. L'IA, c'est un moyen finalement d'accélérer l'exercice, de le rendre encore plus performant. Par la qualité de ce qu'on va pouvoir obtenir à travers l'IA, lié au volume de données qu'on va être capable de traiter. Donc c'est le premier point. La data dans les organisations, elle est très souvent chiffrée. Nous, on la retrouve auprès de la finance. C'est celle qui est stockée dans le système de facturation ou dans le RP. Elle est aussi auprès des commerciaux, marketing commerce. Souvent, c'est stocké plutôt dans le CRM et le marketing automation. Et puis, on la retrouve aussi très, très souvent sur la partie supply et production. Souvent, elle est pas très propre, cette data, mais ça ne doit pas nous empêcher, surtout pas nous empêcher de l'analyser. Elle peut être structurée, non structurée. Des fois, c'est aussi de la data lettrée, puisqu'on peut se retrouver avec des enquêtes de satisfaction, du suivi retour avis consommateur. Ce qui est certain, c'est que cet exercice de la data, il est utile que si cette analyse et la valorisation de la data se fait au service d'une question business et d'apporter une réponse à un enjeu business. On y reviendra un peu plus loin dans nos échanges. Voilà ce que je voulais vous partager sur la data en entreprise aujourd'hui. Et toi, Manuel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'IA? Alors tout à fait, donc j'ai préparé quelques slides parce que c'est toujours plus simple pour structurer le discours. Donc l'intelligence artificielle, on voit parfois les data scientists s'écharper pour dire mon algorithme c'est de l'IA, le tien c'est pas de l'IA. En fait, c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le résultat. Le résultat, c'est quand une machine, un ordinateur, est capable de traiter ce que j'appelle des tâches intellectuelles complexes. D'accord ? Donc quand vous avez dans un programme informatique ou dans un processus quelque chose qui relève de la tâche intellectuelle complexe, qui est fait par un ordinateur, c'est de l'IA. Alors vous allez me dire, c'est un peu facile, c'est quoi une tâche intellectuelle complexe ? Donc, sur le slide suivant, je vous en propose quelques. On peut afficher tout. En fait, il y a 5 critères. S'il y a 3 de ces critères qui sont vérifiés, c'est une tâche intellectuelle complexe. Donc, le premier, c'est que vous avez beaucoup de données très variées, et si on voulait faire la tâche nous-mêmes, ça nous prendrait du temps. C'est un peu compliqué, il faut réfléchir, il y a beaucoup de choses à croiser un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que dans ces données, il peut y avoir des manquants ou des erreurs. Et donc, il y a besoin d'un certain degré d'interprétation pour pouvoir mener à bien la tâche. Le troisième point, c'est, on peut le dire de manière un peu triviale, il n'y a pas une formule Excel qui donne le résultat, il n'y a pas une équation mathématique, il y a besoin d'un processus plus complexe pour aboutir au résultat qu'on cherche à obtenir. Le quatrième point est très important, c'est que on reconnaît aussi une tâche intellectuelle complexe. Quand on demande à un expert qui sait la faire, comment il fait et c'est quoi le bon résultat, on va se rendre compte qu'il a du mal à exprimer de manière exacte et précise dès la première fois quel est le bon résultat. Il va dire oui, il faut faire ça, puis ça, mais il y a aussi des cas particuliers, etc. Donc il y a une certaine complexité en fait pour exprimer comment on fait cette tâche intellectuelle. Et enfin, le dernier point, il est assez simple, c'est on n'a pas la liste de tous les cas d'avance. Hein. Vous imaginez bien que ChatGPT n'a pas la liste de toutes les réponses possibles déjà dans une base de données. Il les crée au fur et à mesure. Donc sur ces 5 conditions, si vous en avez 3 qui sont vérifiées, vous êtes face à un système d'intelligence artificielle.
Et un point qui est important également, c'est on se pose aussi beaucoup la question du positionnement de l'IA par rapport à la pensée humaine. Alors, il y a des progrès dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais on est encore très très loin d'avoir une IA qui pense comme l'humain. Il y a un recouvrement, clairement, entre les capacités de la machine et celles de l'humain sur ce que j'appelle la pensée rationnelle, c'est-à-dire le fait de faire de la déduction, articuler des données, mener un certain nombre de recherches d'informations, etc. Donc ça, c'est un recouvrement qu'il peut y avoir. Mais l'IA n'a pas toute la pensée rationnelle. Elle n'est pas capable de résoudre des problèmes de maths très complexes, par exemple. Donc ça, c'est un recouvrement qui est partiel. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que l'IA n'a pas par elle-même une pensée créative. Elle peut intervenir dans un processus créatif, mais elle ne peut pas être créative elle-même. Elle peut intervenir également dans des processus où il y a une notion de morale et d'éthique, mais ce n'est pas elle qui va vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça, c'est l'apanage de l'humain et de sa vision du monde. Et puis la pensée critique, elle n'est pas capable non plus de savoir, si vous demandez à ChatGPT de quelle couleur je dois peindre ma cuisine, vert ou bleu, il va vous dire bleu c'est bien. Si vous dites que je ne suis pas d'accord, vert c'est mieux, il va vous dire absolument d'accord avec vous, vert c'est mieux. Donc il est toujours d'accord avec vous, parce qu'il ne sait, enfin c'est pas dans son fonctionnement d'avoir un sujet critique. Et enfin les émotions, qui sont un processus absolument essentiel dans le fonctionnement de la décision chez l'humain, n'existent pas dans l'IA. Sous forme de processus décisionnel. Elle sait l'utiliser pour reconnaître, pour imiter les émotions, mais elle ne sait pas s'en servir dans son processus cognitif. Donc il y a des vraies différences et des vraies zones de reconnaissance, de recouvrement. Et donc quand on fait de l'IA, c'est important d'être conscient des positions de l'humain et de la machine dans un processus en entreprise. Et est-ce que tu peux aussi peut-être nous parler des différents types d'usages de l'IA pour aller un petit peu plus loin ? Oui, alors on entend tous parler, alors je parle des usages, là, pas des technologies, on entend tous parler beaucoup de l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est un programme qui va être capable de générer du texte, des images, du son, parfois même d'animer des photos pour en faire des vidéos. Donc ça, c'est l'IA générative qui a beaucoup d'applications aujourd'hui dans tous les métiers dans les entreprises. Mais il y a aussi des formes d'IA très importantes aussi, comme l'IA qui sert à faire des prévisions pour avoir la probabilité d'occurrence de telle et telle situation, qui va permettre d'aider ensuite l'humain à prendre des décisions. Il y a également l'IA décisionnelle, celle qui prend elle-même des décisions. L'exemple qu'on a tous peut-être rencontré, c'est les voitures qui ont une certaine autonomie maintenant dans l'assistance à la conduite. Elles peuvent prendre la décision de freiner, prendre la décision parfois même de tourner le volant de manière urgente. Donc ça, c'est l'IA décisionnelle. Il y a de l'IA analytique qui sert de plus en plus par exemple, la médecine. Les radiologues, ils ont des IA qui les assistent dans le diagnostic médical en leur donnant des analyses complémentaires à leur propre regard. Et puis enfin, un gros paquet que j'appelle les IA de transformation, qui transforment des informations, des données, qui font des résumés, qui transforment des formats de données. Donc il y a des champs d'application extrêmement vastes avec tout ça. Et pour toi, Hélène, est-ce que tu vois d'autres usages ? Alors moi, je peux vous parler de l'IA dans la tech. Souvent, il s'agit des IA de transformation quand il s'agit de la data chez nous. Dans notre plateforme, il y a deux niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture data scientist, data analyst. Et il y a le niveau de lecture ce que j'appelle les utilisateurs métiers, donc les patrons du marketing, des ventes, de la logistique, qui se servent de cette IA dans la plateforme pour avancer plus vite sur des formules, sur du résumé de données, sur une analyse de sentiments, sur des éléments comme ça qui, effectivement, automatisés, vont grandement leur simplifier la vie et améliorer la qualité du résultat plutôt que de le faire manuellement. Après, spécifiquement au sein des organisations, je peux vous citer plusieurs exemples. On voit beaucoup d'utilisation de l'IA dans la compréhension d'un marché, quand il faut pouvoir capter un certain nombre de tendances sur la base de données internes et externes et pouvoir faire sens de ce qui se passe de façon automatique et synthétique. Donc voilà, sur les études de marché, on le voit beaucoup. Je peux aussi vous citer l'exemple de l'analyse de crise. On a un client aux Pays-Bas qui, sur des crises spécifiques identifiées au sein des réseaux sociaux, se sert de l'IA pour faire de l'analyse de sentiments extrêmement rapidement, suffisamment rapidement pour pouvoir gérer la crise correctement. Donc ça, c'est une autre application possible. On voit beaucoup d'IA sur les prévisions, que ce soit des prévisions de vente ou des prévisions de stock. On a besoin de pouvoir scénariser, donc on peut le faire sur ces données historiques, mais avec l'IA, on peut aussi injecter d'autres types de critères qui vont permettre d'être au plus juste.
sur ce qui risque de se passer dans le futur. Et puis l'IA générative, effectivement, où là on va venir gagner du temps sur la production de contenu. Sur l'ensemble de ces utilisations, ça ne fonctionne que si l'humain intervient pour soit faire des prompts de qualité, soit entraîner la machine. Donc, quoi qu'il se passe, la qualité de ce que va produire l'IA dépend aussi de ce que l'humain va pouvoir venir inputer, renseigner pour faire progresser le résultat et l'emmener vers l'objectif. Alors maintenant qu'on a déjà un premier regard à la fois sur l'IA et sur la data, on va peut-être rentrer dans le monde de l'entreprise parce que peut-être que dans la salle, on a des dirigeants qui se demandent si c'est le bon moment pour entamer une réflexion sur l'utilisation de l'IA dans leurs entreprises. Et pour vous deux, quels sont les points clés quand on commence à s'interroger, est-ce que je mets de l'IA dans mon entreprise ? Alors, c'est une question qui peut se traiter de manière très formalisée. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une bonne connaissance des prérequis qui sont nécessaires pour réussir à faire des projets d'IA. Et puis, il y a aussi un questionnement par rapport au business qui doit toujours être le point de départ. C'est quelle valeur je vais souhaiter créer par de l'IA. Donc, si on veut passer en revue rapidement les prérequis d'une entreprise, la première, c'est la clarté de la vision de la part des dirigeants ou de l'équipe dirigeante. Pourquoi de l'IA ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Qu'est-ce que ça va apporter à mes collaborateurs, à mes collaboratrices, à nos clients, à nos partenaires ? Donc ça, c'est la question numéro 1, et sur laquelle il faut des réponses précises. La deuxième, c'est est-ce que mon entreprise sait faire de l'innovation ? Parce qu'il y a toujours une part un peu innovante dans l'IA, on va travailler de manière différente, et donc il est important de se mettre en mouvement collectivement pour bien réussir avec l'IA. Le troisième point, ça rejoint largement ce qu'a expliqué Hélène, c'est la disponibilité des datas, mais on y reviendra probablement. Le troisième point, c'est d'avoir une équipe qui va savoir mener un projet d'IA en interne ou qui va se faire accompagner pour réussir à faire ça. Et puis le quatrième, c'est d'avoir des cas d'usage qui vont être mobilisateurs. C'est-à-dire si c'est des cas d'usage périphériques qui font plaisir de manière périphérique à une personne dans l'organisation, ça ne va pas mobiliser les gens, donc ils ne vont pas bosser dessus. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des sujets qui sont au cœur de l'activité de l'entreprise et puis s'adresser à ceux-là. Super. Et donc, comme tu le disais, Manuel, pour toi, Hélène, j'imagine que la question de la data, elle est essentielle. Et j'imagine que quand on réfléchit à mettre en place de l'IA ou à trouver une solution d'IA pour résoudre en tout cas des problématiques d'une entreprise, la question de la data, elle est essentielle. C'est vrai qu'une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que j'ai les bonnes datas pour me lancer ? Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les datas sont jamais propres, je le disais tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas attendre que les datas soient propres pour se lancer. L'étape 1 principale, et c'est ce que tu disais à l'instant, c'est se poser la question de l'objectif. Qu'est-ce que je cherche à analyser ? Quelle réponse j'ai besoin d'apporter pour répondre à un enjeu particulier ? Sur quoi j'ai besoin d'être alerté dans le pilotage de mon business, et puis surtout qui j'ai besoin d'embarquer. Des fois c'est les équipes, des fois c'est les parties prenantes, les fournisseurs, les partenaires. Donc ça c'est effectivement le premier point. Sur le déroulé que tu partageais, Manuel, moi je rajouterais juste une chose qui relève d'aller chercher la bonne compétence du data analyst et du data scientist. À partir du moment où on met les mains dans la data, même si on est un bon pilote et qu'on sait ce qu'on souhaite analyser et ce qu'on veut mesurer, c'est important aussi d'avoir cette compétence data. On ne l'a pas toujours dans les organisations. Ceux qu'on a, des fois, ils sont déjà étouffés de demandes et ils n'ont pas toujours le temps. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette compétence de data analyst et de data scientist. Nous, dans la mise en place des projets d'analyse de données, quand les organisations n'en ont pas ou ceux qui sont en place sont débordés, on leur prête les nôtres. Parce que c'est important de le faire avec ce savoir-faire-là. Avoir une bonne plateforme et des bonnes technos pour arriver à ses fins, c'est une évidence. Mais les bons process avec les bonnes compétences, c'est aussi une des règles essentielles pour que les projets puissent aboutir.
Je voulais rebondir sur ce que tu as mentionné sur la qualité des données. En fait, c'est une objection qu'on entend souvent dans la bouche des dirigeants, c'est « mes données ne sont pas de qualité ». En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la qualité d'une donnée se juge au regard de l'usage qu'on veut en faire. Et donc, ce n'est pas une propriété intrinsèque des données. Il n'y en a pas des bonnes et des mauvaises. C'est par rapport à ce que je veux faire, est-ce qu'elles sont qualitatives. Et donc ça, pour le savoir, il faut regarder dans le détail et pourquoi pas aussi faire des premiers tests dessus. Et puis, ce que je voulais mettre en lumière également, c'est qu'en vrai, le résultat, la qualité de la donnée, le résultat du projet d'intelligence artificielle ou le fait de faire des dashboards, etc., c'est parce qu'on commence à s'en servir qu'on va mettre les moyens nécessaires à la corriger. Et donc, je voudrais vraiment tuer dans l'œuf cette idée que les données ne sont pas bonnes, donc on ne peut pas le faire. Le point important, c'est qu'il faut qu'elles soient accessibles. Dès lors qu'elles sont accessibles, on peut faire énormément de choses et les faire progresser très vite. Et justement, à quel moment on peut savoir qu'une entreprise elle est prête à se lancer? Et s'il y a on peut dire un peu des questions que les chefs d'entreprise peuvent se poser pour valider l'intérêt de l'IA dans leur entreprise. Pour toi, Hélène, c'est quoi? C'est les questions qui sont liées à l'objectif et aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure. Selon les métiers, c'est pas toujours les mêmes questions. Si je reprends les métiers que je vous évoquais en intro, sur les finances et le contrôle de gestion et le pilotage financier de l'entreprise, la question c'est souvent des alertes à temps sur une prévision par exemple de trésorerie que je vais savoir construire en fonction des tendances du marché, en fonction des données internes de la boîte qui vont me permettre de pouvoir projeter quelque chose qui tient la route. Ça c'est une question très concrète. Si je regarde plutôt le commerce, on est sur l'optimisation du pilotage des commerciaux. Est-ce que j'ai les bonnes ressources aux bons endroits par rapport aux chiffres que je génère dans les régions, et là aussi comment je me positionne par rapport au marché et à mon secteur. Donc voilà sur ce métier-là. Et si je reprends le troisième métier qu'on avait évoqué, on croise beaucoup cette question ici en région, terre forte de retail. Une fois que j'ai dépensé toute cette énergie et cet investissement en marketing-vente pour aller séduire mon client, comment je m'assure que je foire pas tout sur le dernier kilomètre, parce que la livraison liée à la façon de gérer les flux logistiques, ce ne sera pas passé comme prévu. Et là aussi, l'IA peut permettre de gérer tout un tas de données, à la fois internes et externes, pour tenir ces stocks de façon la plus précise possible, à la fois par rapport à ce qui est mis à disposition en ligne et ce qui est mis à disposition au magasin. Et c'est vrai que pour répondre à toutes ces questions très business, on est souvent face à des données qui ne sont pas toujours accessibles. C'est vrai que la question de l'accessibilité, elle est indispensable pour pouvoir démarrer. Donc il faut que je puisse aller les collecter et il faut que je puisse pouvoir les manipuler automatiquement avec la bonne intervention humaine sur ce que j'ai besoin de faire de ces analyses. Ouais. Et quels conseils vous donneriez pour le déploiement de ce type de projet? C'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé sur les compétences, en tout cas, à mettre en face, parce que c'est vrai que c'est des projets qui sont parfois tellement différents ou très, très opposés peut-être à ce qui se passe d'habitude dans l'entreprise. Et donc j'imagine qu'il y a peut-être des points d'attention. Alors, j'ai coutume de distinguer 3 sortes de projets d'intelligence artificielle en entreprise. La première sorte, c'est de faire adopter une solution sur étagère. Par exemple, on parle beaucoup de ChatGPT, de Midjourney. On peut se dire, ça pourrait être utile à mes collaborateurs. Une fois qu'on s'est mis au clair sur les implications, il y a 2 choses à faire. C'est définir les règles d'usage et faire des formations pour l'ensemble des personnels. J'en profite pour signaler que l'IA Act européen, dans son article 4, impose la formation de l'ensemble des collaborateurs qui sont concernés par l'IA dans les entreprises. Donc ça, c'est les premiers types de projets, c'est assez facile. Donc on donne les règles et on forme. Le deuxième type de projet, c'est on va changer la manière de faire d'une équipe, par exemple un service juridique qui lisait des contrats. On va automatiser la lecture des contrats pour mettre en avant les clauses problématiques et après ils vont continuer à faire leur métier de rédaction. Donc là, il faut penser que c'est un projet process. Ce n'est pas tant que ça un projet de technologie, c'est un projet process, comment les gens vont travailler avec ce nouveau process. Et donc, il faut savoir mettre autour de la table des gens qui vont être capables de penser le process au regard de la technologie. Et ça n'est ni les data scientists tout seuls, ni les gens du process tout seuls. C'est la combinaison des deux. C'est leur bonne coopération à égalité qui va faire que ça va fonctionner. Et puis enfin, les projets de type 3 qui sont plus rares, c'est une transformation complète du business model de l'entreprise. Un exemple, c'est une entreprise qui fait de la traduction multilingue, qui faisait ça à la main. Elle va faire un investissement technologique massif.
Et ces équipes, au lieu de faire 80% de traducteurs, il va y avoir 50% de traducteurs, 50% de développeurs, et qui va donner à l'entreprise une façon nouvelle et beaucoup plus efficace en fait, de faire son métier. Ok. Et est-ce que vous auriez peut-être quelques cas d'usage en plus à nous partager ? En plus, par rapport aux exemples que je vous ai cités, là, il n'y a rien qui me vient. Je vais réfléchir. Je voulais juste rajouter un truc sur ce qu'on a pu observer, nous, qui fonctionne sur les projets data de manière générale. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure sur l'implication des utilisateurs. Moi, j'ai envie de vous partager deux choses. Impliquer des utilisateurs pilotes très tôt dans l'initiative, parce que ça va alimenter la réflexion business qu'on évoquait et parce que ça va faciliter l'adoption une fois qu'on déploie à grande échelle. Ça paraît évident, mais je pense que dans tous les projets digitaux, c'est une des conditions, un des prérequis de succès. Et puis l'autre élément, c'est, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir un cas d'usage gigantesque pour tenter une première initiative. Il est un peu fini le temps où on faisait le catalogue de toutes les données qu'on avait en entreprise avant de pouvoir se pencher sur l'analyse et les projections et les scénarios prédictifs. Démarrer avec une première question, un premier enjeu, aussi petit soit-il, mais très concret, pour lancer une première étape. Et c'est vrai qu'ensuite, fort des résultats concrets que ça va apporter, à la fois l'équipe, mais aussi les utilisateurs concernés et toutes les parties prenantes seront d'autant plus mobilisées pour passer à la plus grande échelle. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Super. Et après, c'est vrai qu'on se pose aussi beaucoup de questions sur à la fois les risques et les opportunités de la data. Les risques en termes de destruction potentielle d'emplois, mais création de nouveaux emplois aussi. Sur la sensibilité des données aussi, comment on protège aussi nos données. Si vous avez tous les deux peut-être quelques points à partager sur ce sujet-là. Alors, comme toute technologie assez impactante, un système d'IA doit être mis au point avec une approche d'ingénierie sérieuse. Si vous faites un avion et que vous ne faites pas vos process de sécurité, il se passe comme il s'est passé chez Boeing, vous avez des problèmes. Donc un système d'IA, c'est la même chose. Il faut le faire de manière professionnelle, sérieuse, avec une bonne identification des risques. Donc dans les risques qui sont classiques, il y a les risques légaux autour du RGPD, autour du non-respect de l'IA Act européen qui est sorti récemment, autour de la propriété intellectuelle. C'est relativement simple pour une entreprise aujourd'hui de cadrer ces risques qui commencent à être bien bornés d'un point de vue juridique, y compris par les fournisseurs de solutions. Le deuxième point, c'est de se poser aussi les risques en termes de fragilité de l'entreprise. Est-ce que ça va me rendre plus fragile par rapport à des cyberattaques ? Est-ce que ça va me rendre plus fragile par rapport à l'adhésion de mes équipes au projet de l'entreprise ? Donc il faut qu'il y ait un alignement aussi sur ce point-là avec les valeurs de l'entreprise. Il ne faut pas faire des projets d'IA qui vont à l'encontre des valeurs, parce que ça va fragiliser évidemment le collectif. Donc c'est cette pensée, je dirais, un peu antifragile, en fait, qui doit être au cœur de la réflexion pour juguler les risques. Et pour toi, Hélène ? Moi, j'ai qu'un seul risque à partager, c'est de continuer à prendre des décisions à l'instinct, alors qu'on a toute cette data disponible à valoriser, avec en plus cette puissance de l'IA aujourd'hui pour venir en faire sens. Donc voilà, c'est le seul risque que je vois. D'ailleurs, c'est illustré sur le dessin. C'est les émotions qui sont, qui sont au cœur des décisions à l'instinct, et puis on a notre rationalité qui court derrière pour nous justifier qu'on a pris la bonne décision. Effectivement, de se poser pour regarder les datas, ça peut être une bonne idée. Oui, c'est clair. Et après, j'avais quand même une dernière question pour toi, Manuel. C'est vrai que tu accompagnes aussi des entreprises à mettre en place de l'IA au sein de leur structure. Pour toi, c'est quoi un peu les tendances en ce moment ? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui se répètent dans différentes entreprises ? Alors, il y a un truc, toutes les entreprises qui viennent me voir pour faire de l'IA me disent « Ah, nous, on est super en retard ». Or, je fais le constat que ceux qui viennent nous voir sont ceux qui sont en avance. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais mettre en avant. Et puis, je pense que ce qui me surprend aussi, c'est qu'il y a quand même un niveau de sérieux et de compréhension qui est quand même finalement assez fort dans les entreprises sur les enjeux. Après, il y a souvent beaucoup de questionnements sur est-ce qu'on est prêt, par quel bout on doit prendre le sujet, par quoi il faut qu'on commence. Mais je pense que les entreprises ont compris que c'était un enjeu tout à fait intéressant et significatif, et pourquoi pas aussi menaçant s'ils ne s'en occupent pas, puisque pendant que ce temps-là, les concurrents, ils n'attendent pas et ils avancent. Donc il y a une forme de sérieux qui m'a vraiment frappé.
Et puis, les gens ont vraiment envie d'en faire quelque chose de positif. Et on pourrait s'attendre à ce que les entreprises demandent à supprimer plein d'emplois grâce à l'IA, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate. En fait, ce que cherchent les entreprises, c'est améliorer le quotidien de leurs collaborateurs, améliorer l'expérience client de leur entreprise, permettre son développement, pouvoir attirer des nouveaux talents. Et c'est ça, en fait, qui est dans la valeur maximum de l'IA aujourd'hui, c'est cette capacité-là à aller chercher un cran supplémentaire. Je voudrais terminer par une citation de Jean Fourastier que j'aime bien, qui est un économiste qui s'est intéressé beaucoup à la mécanisation, et il disait, en fait, la machine nous amène à nous spécialiser dans l'humain. Et c'est vrai également avec l'IA. En fait, en vrai, l'IA, quand elle arrive dans l'entreprise, elle rend plus humaines les tâches. Et d'ailleurs, les enquêtes sociologiques qui ont été faites le montrent. Les gens qui ont l'IA dans leur métier, ils ont à 85% un retour positif sur l'arrivée de l'IA. Super. Et pour toi, Hélène, au niveau de Click Data, c'est quoi un peu les évolutions dans les sollicitations des entreprises qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a des trends un peu en ce moment? Alors l'IA doit être au cœur de la roadmap. Ça, c'est une grosse évolution. Là où avant, l'enjeu principal, c'est d'aller collecter la donnée et de pouvoir en faire sens facilement. L'attente supplémentaire à laquelle on a pu nous répondre par nos équipes de développement, c'est d'injecter de l'IA à chaque étape pour rendre l'utilisation et l'analyse de données encore plus accessible qu'avant. Et ça tombe bien, c'est notre vision de rendre cet exercice le plus accessible possible. Donc on use et abuse de façon tout à fait raisonnable de l'IA pour permettre de répondre à cette attente. Super. Merci beaucoup à tous les deux et merci pour votre efficacité parce qu'on a rattrapé une partie du petit retard au démarrage. Donc c'est super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.